L'échec de l'Allemagne dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale était attribué au déclin de l'armée allemande. Berlin était l'épicentre final de l'armée rouge soviétique libératrice et des défenseurs sacrificiels allemands, qui se sont battus jusqu'au bout pour le Troisième Reich d'Adolf Hitler. Dans le cœur de la grande ville, généraux, soldats et même citoyens ordinaires se sont retrouvés dans la position désespérée d'arrêter les soviétiques dans la bataille qui déterminerait le destin du Troisième Reich. Les officiers commandants les plus importants qui ont défendu Berlin étaient Helmut Weidling, Wilhelm Mohnke et Hans Krebs. Ces individus étaient chargés de commander quelques troupes contre les unités d'artillerie lourde de l'armée soviétique. Ces commandants ont fait face à des réalités difficiles alors que l'armée rouge encerclait Berlin et s'approchait de sa conquête finale. Mais que sont devenus ces hommes après la chute de Berlin ? Ont-ils pu se réconcilier avec la dévastation qu'ils avaient contribué à créer, ou leurs destins ont-ils reflété le prix de la loyauté envers une cause perdue ? Aujourd'hui, chers abonnés, nous verrons les fins tragiques des défenseurs capturés de Berlin qui appartenaient à la formation de généraux supérieurs d'Hitler. Helmut Weidling, le dernier commandant de la défense finale de Berlin. Le général Helmut Weidling a été le dernier des commandants allemands à être en charge de la défense de Berlin au moment où Berlin est tombé en mai 1955. Les soviétiques avaient terminé le processus de soumission et Berlin n'était plus une ville mais un tas de dévastation. Alors que la ville se rendait progressivement à la destruction, Weidling est devenu le symbole des derniers jours de la bataille de Berlin et de l'Allemagne nazie. Cependant, dans l'ère d'après-guerre, ces jours seraient marqués par l'emprisonnement, l'interrogatoire et un temps de contemplation des dommages causés par la longue et dévastatrice guerre. Pendant la phase finale de la Seconde Guerre mondiale, Weidling a été nommé commandant de la défense de Berlin pour résister aux forces soviétiques. Le 2 mai 1955, alors que l'armée rouge approchait de la capitale du Reich, Weidling a tenté de se rendre. Il a été capturé à la fin de la guerre et a ensuite subi son épreuve aux mains des soviétiques. Pendant un certain temps, Weidling a été transféré dans les camps de prisonniers soviétiques et pendant plusieurs mois, il a été interrogé et torturé sévèrement. Contrairement à d'autres associés d'Hitler du même rang du parti nazi, Weidling n'a pas été arrêté et jugé comme criminel de guerre à Nuremberg. Pourtant, il faisait partie de la défense de Berlin ainsi que du service aux nazis et était considéré comme responsable de tout cela aux yeux des soviétiques pour la défense finale de Berlin. Leurs conditions de vie, ainsi que celles d'autres officiers capturés par les soviétiques, étaient déplorables. Il a été confiné successivement dans divers camps de concentration où il n'avait d'autre choix que de subir une vie de travail acharné, de surveillance et de brutalité mentale. Les soviétiques le voyaient comme un militariste nazi, et sa vie d'après-guerre consistait entièrement en un effort pour accepter ce qu'il avait fait pendant la guerre. Cependant, des personnes comme Weidling, qui ont essayé de se libérer de l'idéologie nazie après la mort d'Hitler, ne pouvaient échapper à la honte d'avoir servi le régime. Après la guerre, Weidling a passé le reste de sa vie à réfléchir à l'état d'un pays détruit alors qu'il commandait les troupes à Berlin. La fierté d'un officier allemand a été remplacée par la réalisation que la loyauté envers le régime avait un lourd prix à payer. Dans ces dernières années, Weidling n'a jamais vraiment accepté le rôle qu'il avait joué pendant la guerre, et son nom, comme la ville de Berlin elle-même, est devenu synonyme de défaite et des conséquences vicieuses du Troisième Reich. Helmut Weidling est mort en 1955, à l'âge de 64 ans, un homme amer et désillusionné. Sa vie après la guerre a prouvé que les longues ombres de l'effondrement de Berlin et l'idée qu'un homme avait été laissé seul pour porter le fardeau de la culpabilité et de la défaite de la guerre étaient une nouvelle forme de rédemption. Hans Krebs, le tragique chef d'état-major qui a assisté à l'effondrement final de Berlin en 1945. Pendant la période du Führerbunker, le 30 avril 1945, l'armée rouge entourait Berlin. Dans le Führerbunker, sous la chancellerie du Reich, le malheureux et toujours combatif général Hans Krebs restait l'un des rares vestiges du cadre ordinaire accompagnant Adolf Hitler. Le rôle de Krebs dans la défense de Berlin et son soutien inconditionnel à Hitler ont préparé le terrain pour son destin tragique. En mars 1945, Hans Krebs a été nommé chef d'état-major de l'armée. Il était à la barre du navire en train de couler du rêve de Hitler.
À cette époque, les forces allemandes s'effondraient et Berlin, la capitale de l'Allemagne, se transformait en zone de guerre. Malgré sa connaissance de la totale inutilité de toutes les tentatives faites pour la cause allemande, Krebs a continué son travail. Lorsque les bombardements d'artillerie soviétique ont commencé à frapper Berlin, Krebs travaillait hors du bunker pour tenir Hitler informé de la situation. Dans ces circonstances, Hitler a décidé de se suicider après avoir lu la nouvelle de l'exécution de Benito Mussolini le 30 avril. Tard dans la soirée du lendemain, Hitler et sa compagne, Eva Braun, se sont suicidés, laissant Krebs et les autres se ressaisir. Krebs a été envoyé pour chercher une armistice dans les heures immédiatement après la mort de Hitler. Peu après l'aube du 1er mai, il a quitté le refuge pour conférer avec le commandant soviétique, le général Tchoukov. Krebs, qui parlait le russe sans accent étranger, avait un message appelant à un cessez-le-feu. Mais même cela était vain. Les soviétiques n'ont exigé qu'une reddition inconditionnelle. Apportant les mauvaises nouvelles, Krebs est arrivé au bunker. À ce moment-là, l'anarchie régnait déjà à Berlin. Maison par maison, les troupes soviétiques pénétraient plus profondément dans la ville et les défenseurs étaient presque tous anéantis. Dans le bunker, l'espoir s'est encore éteint. Le ministre de la propagande d'Adolf Hitler, Joseph Goebbels, a déclaré publiquement qu'il se suiciderait après Hitler. À l'aube du 2 mai, la situation ne pouvait pas être sauvée. D'autres officiers, y compris Krebs, ont également préféré mourir plutôt que d'être capturés vivants. Aux premières heures, il s'est suicidé, à l'instar du général Wilhelm Burgdorf. Leurs corps ont été retrouvés plus tard lorsque les forces soviétiques ont envahi le bunker. Wilhelm Burgdorf, l'exécuteur fidèle de Hitler et défenseur jusqu'à la fin. Pendant les derniers jours du Troisième Reich, assis dans le Führerbunker de Berlin, Wilhelm Burgdorf a été confronté à la chute du Reich qu'il avait fidèlement servi. En tant que chef du département du personnel de l'armée, Burgdorf avait toujours été un fervent admirateur d'Adolf Hitler. Sa vision tenace et sa forte propension envers le Führer étaient bien documentées. Même dans les derniers jours d'avril 1945, il restait fidèle à Hitler jusqu'à la dernière déclaration, suivant les ordres d'Hitler au moment de l'effondrement croissant de Berlin. La ville de Berlin était détruite le 30 avril. Les forces soviétiques pressaient autour de la ville et les soldats allemands étaient en retraite. Burgdorf était vivant pour assister au suicide de Hitler avec sa compagne, Eva Braun, dans les quartiers privés du Führerbunker. Lorsque le chef du Reich était mort, Burgdorf et les autres ont cherché à vendre sa mort comme noble, un mouvement conçu pour encourager une adhésion accrue à la doctrine nazie parmi les quelques Allemands restants. Avec la compréhension que la bataille était perdue, Burgdorf a ressenti une combinaison de reddition et de désir de vivre. Son engagement envers Hitler et la cause des nazis ne permettait pas de penser à la soumission, tandis que le désespoir saisissait d'autres personnes. Le 1er mai, Joseph Goebbels et sa femme Magda ont empoisonné leurs 6 enfants puis se sont suicidés. Lorsque Goebbels a été éliminé, Burgdorf et plusieurs autres hauts fonctionnaires ont été laissés à déterminer leur destin. Tout comme les Allemands n'avaient pas prévu le résultat de la Seconde Guerre mondiale, Burgdorf ne pouvait même pas envisager l'option de la reddition. Lui et le général Hans Krebs ont décidé de rester libres d'être capturés par les lignes soviétiques qui se refermaient. Leur décision était basée sur leurs convictions ainsi que sur l'hédonisme absolu et l'attitude « do or die » du régime nazi. Au petit matin du 2 mai, les forces soviétiques se rapprochaient et Burgdorf et Krebs ont préparé leur dernier acte dramatique. Ils sont allés dans une autre pièce à l'intérieur du bunker pour s'assurer de pouvoir se suicider efficacement. Selon des écrits historiques, Burgdorf s'est suicidé avec son pistolet. Quelques heures plus tard, les troupes soviétiques ont envahi le bunker et ont trouvé les corps des 2 généraux. Ils ont donné leur vie pour leurs croyances et ont prouvé à Hitler, du moins, que le fanatisme qui avait infecté le cercle de l'élite était encore bien intact et enflammé dans les derniers jours du Troisième Reich. Le destin de Wilhelm Burgdorf était une histoire triste d'un homme qui s'était dévoué avec enthousiasme au service d'une cause perdue jusqu'à la fin. La décision courageuse de mourir dans le Führerbunker et avec ses compagnons exprimait à la fois le désespoir et l'engagement qui caractérisaient la fin du Troisième Reich. De cette manière, Burgdorf est allé dans la tombe avec une mer d'autres âmes malheureuses et mal guidées qui ont suivi Hitler jusqu'à la toute fin. Arthur Axmann, le chef des jeunesses hitlériennes qui resta fidèle lors de l'invasion soviétique massive,
À la suite de l'échec du régime d'Hitler et de la capture de Berlin en mai 1945, Arthur Axmann, chef des jeunesses hitlériennes, a payé le prix de sa loyauté envers Hitler. Dans les derniers jours, il a organisé les jeunes partisans pour une résistance désespérée contre les soviétiques, une croyance désespérée dans l'Allemagne nazie, même lorsque la fin était assurée. Pendant l'invasion soviétique de Berlin, Axmann est allé vers le sud pour échapper aux Alliés. Pendant le chaos de la chute de l'Allemagne nazie, il a finalement été capturé par les soldats américains. Sa reddition a marqué le début d'une nouvelle phase de guerre pour lui. Comme de nombreux autres dirigeants des SS, Axmann a été arrêté par les Alliés puis transféré aux forces d'occupation soviétiques. Cependant, même si Axmann a continué à soutenir les croyances nazies, il lui a fallu beaucoup de temps pour percevoir la guerre comme terrible et la défaite allemande comme finale. Il est resté loyal à Hitler et à l'idée du national-socialisme pendant un certain temps, même s'il essayait de comprendre la fin échouée du Troisième Reich. Axmann a reçu 10 ans d'emprisonnement soviétique et une grande partie de sa vie d'après-guerre a été passée dans un goulag soviétique. Il a subi des tortures, y compris des travaux forcés, des interrogatoires et d'autres traitements très défavorables. Les années de prison ont fait de l'expérience d'Axmann un appel au réveil, bien qu'il n'ait jamais dénoncé le parti nazi. Le temps qu'il a passé entre 1945 et 1948 comme prisonnier de guerre en Union soviétique a peut-être lui donné beaucoup de temps pour remettre en question sa brutalité antérieure en tant que nazi. Cependant, il n'y avait aucune preuve que l'endoctrinement d'Axmann ait jamais vacillé. Axmann a été libéré en 1955 après l'échange de prisonniers entre Allemands et Soviétiques. Lorsqu'il est rentré chez lui, en Allemagne, il a dû faire face à la triste réalité d'un pays dévasté et à la question de la dénazification. Bien qu'il ait été marqué comme criminel de guerre, Axmann a pu recommencer à zéro en Allemagne de l'Ouest après la guerre. Sa solitude et son déni de la moitié du mal que les nazis possédaient ne se sont pas du tout arrêtés. Il a gardé un profil bas pour la plupart du temps et a continué à chercher des excuses pour sa conduite en temps de guerre, apparemment jamais trop désireux de faire face à l'horreur de ce qu'il faisait pour Hitler et les nazis. Axmann est resté plutôt inaperçu par la suite jusqu'à la fin de ses jours. Il a également eu quelques problèmes juridiques mais n'a pas risqué beaucoup d'examens publics. Ces dernières années étaient des années de regret, mais elles ne seraient pas exemptes de son passé. Après la guerre, la vie d'Axmann tournait autour du fardeau qu'il ne pouvait pas secouer et de la loyauté envers un régime échoué qui avait causé tant de dévastation à travers l'Europe. Arthur Axmann est mort en 1996. Ferdinand Schörner, le commandant impitoyable qui a combattu jusqu'à son dernier souffle. Après la chute de Berlin en mai 1945, le brutal général Ferdinand Schörner a dû envisager l'emprisonnement. En effet, Schörner est resté loyal à Hitler jusqu'à la fin, et bien que les forces allemandes aient ainsi opposé une résistance féroce pendant l'avance soviétique, après la reddition de la ville, Schörner a fui vers le sud. Pourtant, c'était une trajectoire étrange, avec les conséquences de la guerre ne semblant pas l'aider beaucoup. Schörner est tombé entre les mains des forces américaines peu après la fin de la guerre et a ensuite été transféré aux soviétiques, qui l'ont emprisonné pendant 10 ans. Même pendant son séjour avec les soviétiques, il a enduré une période difficile. Les soviétiques, qui ont longtemps considéré Schörner comme l'un des représentants les plus brutaux de l'Allemagne nazie, l'ont soumis à des interrogatoires sévères et à des travaux manuels durs. L'action entreprise par les soldats soviétiques était similaire aux mesures que Schörner avait utilisées pendant la guerre, bien que cette fois, il était du côté des victimes. La perception de Schörner de la guerre et de son rôle en tant que l'un de leurs principaux commandants a changé pendant sa captivité. Il ne s'est jamais excusé pour ce qu'il a fait, mais au moins le temps passé en prison lui a permis d'entendre parler et d'apprendre les souffrances causées par la guerre. Cette attaque brutale qui alarmait Berlin abattait la brutalité longtemps souffrante de la guerre civile. Schörner, autrefois un officier arrogant et sûr de lui, a commencé à ressentir l'ampleur de sa contribution à cette destruction. Cependant, il ne s'est jamais considéré comme autre chose qu'un soldat exécutant des ordres. Schörner est sorti de la captivité soviétique en 1955 après 10 ans d'emprisonnement. Après son retour en Allemagne, il a de nouveau été soumis à une enquête judiciaire, ce qui l'a conduit à 5 ans supplémentaires de prison en Allemagne pour trahison. Lorsqu'il a finalement été libéré, il a plus ou moins coupé presque toutes les connexions avec la vie publique.
Cependant, il était toujours un haut fonctionnaire et avait de nombreuses activités discutables. Il a abandonné la politique et le processus de reconstruction de l'armée allemande et est passé à la vie privée. Alors que de nombreux anciens nazis cherchaient à se dénazifier dans les mois et les années d'après-guerre, Schörner n'a jamais parlé de son service au Troisième Reich. Ses dernières années furent solitaires et il ne voulut jamais vraiment comprendre qu'il contrôlait les nazis de la machine de guerre. Tel fut l'héritage de Schörner, qui mourut en 1974, le commandant qui continua à se battre pour ses membres de service, pour Hitler et pour une guerre qui serait bientôt perdue. Général Felix Steiner, le défenseur réticent de Berlin. Lors de l'assaut soviétique en 1945, lorsque Berlin est tombé en mai 1945, le général Felix Steiner, responsable de la défense de la capitale, s'est retrouvé désillusionné et seul. Il n'était pas prêt à mourir pour une cause vouée à l'échec et à faire face aux implications d'être partie prenante de la guerre. Ses efforts de défense furent infructueux et ont conduit à une triste fin de sa carrière militaire. Fait prisonnier par les troupes soviétiques quelques jours seulement après la chute de Berlin, Steiner devait rester en captivité pendant les années suivantes. Contrairement à la plupart des autres officiers allemands de haut rang, Steiner n'avait pas une inclinaison nazie. Son affiliation au régime nazi avait été quelque peu problématique. Il était un excellent soldat en Allemagne, mais il avait exprimé son désaccord sur les politiques des nazis, des SS et de la direction de Hitler. Ainsi, il n'était pas aussi enclin à traiter avec la haine que les autres dans son camp idéologique. Mais il était toujours un prisonnier de guerre combattant dans les conditions extrêmes de l'incarcération soviétique. Steiner a affronté les cruelles réalités des camps de prisonniers. C'est alors qu'il a réalisé ses erreurs. Il a été contraint de considérer ce qui se passait et les graves conséquences de la guerre sur l'Allemagne. En rejoignant l'armée, Steiner se considérait comme un homme pratique qui voulait poursuivre les ennemis et considérait sa captivité dans les prisons soviétiques comme quelque chose qui l'avait réveillé du monde de la guerre. Le fait qu'il ait participé à une campagne vouée à l'échec pour un commandant dont il commençait à détester la politique était quelque chose qui le hantait profondément. En 1955, Steiner est retourné en Allemagne de l'Ouest après sa libération, et pour le reste de sa vie, il y a vécu. Contrairement à beaucoup de ses contemporains, il n'a pas poursuivi une carrière militaire ou politique après la guerre. Ainsi, il s'est retiré de la vie publique, laissant les gens lui permettre de mener une vie plus privée. Pour Steiner, les jours amers de la captivité soviétique et la grande déception de la guerre ont créé un sentiment de non-participation à la vie sociale de l'Allemagne divisée. Vivant comme un ermite, il est décédé en 1966. Général Gotthard Heinrici, le maître de la défense tenace de Berlin en 1945. Le général Gotthard Heinrici, un soldat professionnel, a dû combattre la bataille après la chute de Berlin en mai 1945. Même s'il a essayé de protéger la ville des soviétiques, il est devenu impossible de continuer à les combattre. Le leadership de Heinrici n'a joué aucun rôle dans le changement de la forme de la guerre, et sa vie d'après-guerre a eu de nombreux problèmes. Heinrici avait été mis à la tête du groupe d'armée de la Vistule en mars 1945, avec une mission presque impossible, maintenir Berlin contre l'armée rouge soviétique en avançant. Malgré les probabilités, Heinrici a encore une fois utilisé son approche défensive reconnue pour ralentir les soviétiques, et pour cette raison, il était respecté même par ses adversaires. Cependant, lorsque la situation est devenue critique, Heinrici a commencé à perdre foi en l'incapacité d'Adolf Hitler de comprendre l'état réel de la perte. À la fin d'avril, comprenant que la bataille de Berlin était inévitable, Heinrici a poussé pour des retraites tactiques afin d'éviter autant de pertes que possible, ce qui allait à l'encontre des ordres d'Hitler de défendre chaque position possible. L'approche pragmatique a abouti, le 28 avril 1945, à son licenciement de la position de commandant du groupe d'armée de la Vistule. Par cette rétrogradation, Heinrici a laissé derrière lui non seulement la carrière d'officier actif, mais aussi la connexion directe avec la bureaucratie nazie hégémonique en train de s'effondrer, remplacée par le général Kurt Student. Lorsque Berlin a finalement été entouré et l'identité même de la Wehrmacht menacée, Heinrici s'est progressivement retiré de la ligne de ce qui équivalait au suicide fasciste qui était conduit par Hitler et ses fidèles partisans dans le Führerbunker.
Lorsque Berlin a finalement été capturé et que la guerre approchait de sa fin, Heinrici a échappé aux horreurs qui attendaient la plupart des hauts officiers nazis. Il a réussi à ne pas être capturé par les soviétiques dans le tumulte qui entourait l'effondrement du Troisième Reich. Il s'est rendu aux Britanniques en mai 1945. Officier militaire discipliné sans antécédent d'association avec le parti nazi ou de crimes de guerre, Heinrici a obtenu un traitement favorable en tant que prisonnier de guerre. Pendant qu'il était prisonnier, les Alliés voulaient des informations sur la stratégie allemande et la condition de la Wehrmacht dans les dernières étapes de la guerre. Heinrici a coopéré. Il a offert d'importantes informations de renseignement, mais il s'est également distancé des choses terribles que le régime dont il faisait partie avait faites. Lorsque Heinrici a été libéré en 1948, il s'est tourné vers une vie pastorale dans la zone d'occupation britannique en Allemagne. Il s'est retiré et est resté à l'écart des projecteurs, mais a pris soin de sa famille et a revu en détail son expérience de la guerre. Heinrici n'a eu ni procès ni enquête prolongée après la guerre, comme c'était courant pour la plupart de ses pairs. Général Walter Wenck, le dernier espoir de la défense désespérée de Berlin en 1945. Une semaine plus tard, lorsque Berlin est tombé aux mains de l'armée rouge soviétique le 2 mai 1945, Wenck et de nombreux autres commandants ont été capturés. L'expérience du d'après-guerre immédiat pour Wenck a été caractérisée en premier lieu par sa captivité par les soviétiques. D'autres officiers supérieurs ayant joué des rôles différents pendant la guerre ont été plus sévèrement punis, contrairement à Wenck, qui était une figure modérée. Il a été détenu par les soviétiques pendant quelques années et a connu les travaux forcés et l'emprisonnement. Son histoire militaire a été examinée par ses geôliers qui le considéraient nécessaire en raison de son lien avec la défense de l'Allemagne nazie. Wenck a eu suffisamment de temps pour réfléchir aux résultats désastreux de la défense de Berlin pendant sa détention. Son objectif était vain, et il a dû apprendre à ses dépens que, bien intentionné qu'il fût, il ajoutait à la misère de l'Allemagne pour qu'elle puisse être honorable jusqu'à la fin amère. Wenck avait toujours servi comme officier dévoué, mais le résultat final de la paix du Troisième Reich était évident dans la dernière année de l'énorme conflit. Sa réaction à cette amère réalité était la désillusion, car les rêves de fidélité au Führer et de chevalerie militaire devenaient moins importants que les dures réalités de la campagne finale. Wenck a été libéré de la captivité soviétique en 1948 et est retourné dans une Allemagne divisée. Il a tenté de se réconcilier avec sa vie civile dans les années suivantes. Après la guerre, il n'a jamais été une figure officielle de la politique allemande et a rarement parlé de ce qu'il avait fait pendant la guerre. Wenck a mené une vie assez ordinaire. Sa popularité parmi la population générale associée à ses actions pendant la défense de Berlin n'a jamais été remise en question après sa libération de captivité. Il est décédé en 1982. Les années après la guerre ont vu qu'il avait peu à dire sur ce qui s'est passé lorsque ses troupes ont pris la bataille de Berlin. Encore une fois, en tant que l'une des dernières ressources pour sauver la ville, Wenck a mené une vie discrète après le grand conflit. Il est responsable de la chute de Berlin et de l'issue tragique de l'Allemagne nazie et s'est réconcilié avec les faits les plus durs des derniers jours du Troisième Reich. Général Joachim Ziegler, le défenseur résolu de Berlin. Pendant la bataille contre les soviétiques, le général Ziegler était responsable de la division Nordland, qui devait jouer un rôle essentiel dans la défense de Berlin contre l'avancée soviétique. Cette division, que les recruteurs savaient être composée d'hommes de nombreuses nationalités, était presque entièrement composée de Suédois, Norvégiens, Finlandais et Danois, c'est-à-dire Scandinaves, dont beaucoup s'étaient joints par ferveur anticommuniste. Pourtant, maintenant qu'il avait la responsabilité d'une unité supérieure, le commandant gonflé d'orgueil du haut commandement, Ziegler, réalisa immédiatement qu'il n'avait pas de véritable but. L'avancée soviétique se poursuivait et à la fin d'avril 1945, ils entouraient Berlin. Les forces allemandes étaient désorganisées et désorientées. Lorsque les soviétiques se sont approchés, Ziegler a essayé de mobiliser une résistance adéquate à l'attaque dans le centre de la ville. Cependant, la situation de sa division était critique et l'ennemi était trop fort pour être vaincu. La division Nordland était déjà en déclin alors qu'elle luttait à travers des semaines de batailles épuisantes, mais ce n'était pas suffisant.
Elle était grossièrement sous-équipée et en infériorité numérique. Le 25 avril, les forces de Ziegler ont atteint le centre de la ville et ont été contraintes d'occuper des positions autour du Reichstag et du Tiergarten. Ces lieux ont vu certains des combats les plus féroces et intenses de la Seconde Guerre mondiale. Le combat rapproché devenait de plus en plus fréquent. Ainsi, contrairement à de nombreux autres officiers du cercle de Hitler, Ziegler n'a pas répondu aux tentatives de Hitler de se présenter comme le dernier commandant en Europe. Il a plaidé pour la nécessité de répliquer à peu près tout, y compris faire des retraites tactiques, afin de sauver ce qui restait de ses forces par opposition à ce que la direction nazie leur demandait, c'est-à-dire de se battre jusqu'au dernier homme. Ainsi, bien que son approche terre-à-terre ait eu du sens dans les circonstances, il était en désaccord avec les autres chefs des SS presque hystériques et d'autres nazis intransigeants qui étaient prêts à maintenir chaque position au prix de vies humaines. Ziegler a été licencié le 26 avril parce que, malheureusement, il était un pragmatique aux yeux de la direction fasciste restante. Il était grand temps d'opter pour une non-conformité incompétente avec la stratégie de sortie de Hitler. Le général de brigade des SS Gustav Krukenberg lui a succédé. Il a pris ce qui restait de la division Nordland. Après son licenciement, Ziegler voulait fuir Berlin car il savait que la ville serait bientôt détruite. Cependant, une fuite vers la liberté était presque hors de question car les autorités soviétiques avaient entouré la région. Ziegler a été capturé par les soviétiques lorsqu'il était presque submergé par les masses pendant la période de retraite. Ils vivaient dans le pays et ont été emmenés dans un camp de prisonniers après qu'il ait été capturé par l'Union soviétique et envoyé là-bas. Comme plusieurs autres officiers allemands de haut rang, il a subi des privations et des interrogatoires épuisants. Le fait de la captivité de Ziegler est encore entouré de secrets, mais il est certain qu'il est probablement mort en captivité, comme l'ont fait d'autres commandants nazis de haut rang torturés à mort pour leurs crimes. Les commandants SS, Wilhelm Mohnke et la dernière résistance de Berlin en 1945. Après l'effondrement de Berlin en mai 1945, Wilhelm Mohnke a été capturé par les forces soviétiques et emprisonné jusqu'en 1955. Contrairement à de nombreux officiers SS, il n'a pas été exécuté mais a subi un emprisonnement brutal. Mohnke a eu beaucoup de temps pour réfléchir à ses actions pendant la guerre. Il a souffert des pertes qui accompagnaient la défaite d'un gouvernement fasciste. Cependant, pendant sa captivité et en réfléchissant aux raisons pour lesquelles Berlin devait être défendu à tout prix et au maximum en sacrifiant de nombreuses vies, Mohnke a eu amplement le temps de réaliser que tous ses efforts étaient totalement inutiles aux yeux de Hitler. Depuis les attaques des soviétiques dans la capitale, qui étaient incessantes en raison de la défaite imminente des défenseurs, organiser la dernière résistance défensive était symbolisée par Mohnke comme une adulation aveugle à la tyrannie mourante. Dans les camps de l'Union soviétique, il a connu les travaux forcés et l'isolement, ce qui a encore détérioré sa vision de la guerre. Graduellement, Mohnke s'est dissocié de l'idéologie qui dictait auparavant son commandement, tout en se sentant toujours responsable des hommes qui combattaient avec lui. Après sa libération en 1955, Mohnke est retourné en Allemagne de l'Ouest et a cherché à se réintégrer dans la société civile. Il n'a pas été poursuivi pour crimes de guerre, principalement à cause des complexités du système judiciaire d'après-guerre, et plus encore parce qu'il était un soldat plutôt qu'un criminel de guerre. Cependant, contrairement à d'autres officiers SS qui ont combattu pendant la Seconde Guerre mondiale, Mohnke n'a jamais offert d'excuses, ce qui le rend douteux pour d'autres historiens. Les dernières années de la vie de l'homme étaient relativement obscures et il ne voulait pas parler de son temps passé à Berlin et des réalités de l'attaque soviétique sur la ville. Mohnke a continué à mener une vie tranquille après la fin de la guerre. Il s'est éloigné des feux de la rampe et, en combinaison avec sa présence médiatique rare, il a refusé de parler de la guerre en détail. Il est mort en 2001, plus de 50 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Conclusion. En mai 1945, Berlin est tombé, mettant fin aux régimes brutaux de l'Allemagne nazie et à la guerre en Europe. Malheureusement pour la plupart des défenseurs de Berlin, la fin fut amère et inflexible. Capturés par l'armée rouge soviétique, la plupart des officiers furent capturés et faits prisonniers de guerre. Certains d'entre eux, par exemple le général Wilhelm Mohnke, avec beaucoup d'autres, ont passé plusieurs années à écrire dans les goulags soviétiques
subissant une existence déshumanisée et étant contraints de faire face à leur sort. Ces hommes, autrefois dévoués aux fureurs, ont expérimenté l'endurance physique et l'effet de leur participation à l'un des moments les plus sombres de l'histoire. D'autres officiers ont eu la malchance de survivre et d'être contraints d'expliquer leur rôle dans la défense ratée de la capitale. Le général SS Felix Steiner et le général de l'armée Gotthard Heinrici. Beaucoup d'entre eux n'ont jamais été poursuivis pour crimes de guerre, mais la conscience coupable découlant des atrocités, surtout dans les derniers jours de la guerre, est en effet venue hanter leur vie. Par conséquent, on peut distinguer des formes de confinement imposées en interne, telles que l'incarcération, la marginalisation exilique et l'isolement auto-imposé auquel les défenseurs de Berlin ont été inévitablement soumis à la suite de leur échec à résister à la domination inférieure d'un État totalitaire qui avait apporté misère et souffrance à des multitudes. Leur image est un amer souvenir de la guerre et de toutes ses implications tragiques, ainsi que de la futilité de la dévotion à une cause perdue.